Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Opéra. Nous avons tous des raisons d'aimer Nancy. Alors, ce n'est pas pour ceux qui ont suivi la campagne municipale un retour sur ces semaines actives. C'est un beau mot d'Edmond Charleroux. Je crois, Edmond Charleroux, à laquelle je crois tout le monde pense aujourd'hui. Elle ne peut pas être avec nous. C'est elle qui l'avait écrit. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle phrase pour expliquer, d'abord, pour dire en quelques mots, je crois, l'affection sincère des Goncourt pour Nancy, mais dire aussi pourquoi la ville est tellement heureuse du lien qu'elle a avec votre académie, au-delà du fait que depuis 1988, nous essayons de veiller du mieux que nous pouvons sur vos archives, au-delà du fait que chaque année, vous venez nombreux pour le livre, vous êtes là dès le vendredi, restez jusque le dimanche, participez au débat, participez aux conférences, au-delà du fait évidemment que vous avez choisi Nancy pour remettre votre prix de la biographie. Il y a derrière cette phrase l'idée que vous êtes des Nancéens de cœur, vous portez, vous aussi, l'âme de cette ville. Et je crois que c'est ce qui explique que les Nancéens sont toujours attachés à ce rendez-vous du samedi en fin de matinée, où on vient écouter l'entretien maintenant que le président Bernard Pivot fait avec le récipiendaire du prix. Je rappelle que le lien avec les Goncourt est un lien évidemment d'histoire, puisque vous savez que Edmond Goncourt, fondateur de l'Académie, est né ici, à Nancy, en 1822. Et je tiens à rendre hommage à la volonté tenace d'André et de Françoise Rossineau de faire en sorte que ce ne soit pas seulement un moment de l'histoire de la ville, mais que ce soit un moment de sa vie culturelle, de sa vitalité culturelle, je dirais d'ailleurs, parce que le livre sur la place, c'est 170 000 visiteurs, c'est un grand événement populaire, c'est la rentrée littéraire à Nancy, c'est une occasion de rayonnement, de promotion de la ville, mais c'est aussi un moment où Nancéens, Lorrains se retrouvent au cœur du quartier historique et du quartier du 18e. Et ça me paraît vraiment un très beau geste que de réussir chaque année à maintenir ce rendez-vous, qui est un rendez-vous, je dirais, presque originel, puisque c'est dès juin 1979 que vous avez répondu présent, en tout cas 6 des 10 académiciens à l'époque, à l'invitation de la municipalité de Nancy pour la première édition du livre sur la place. Donc, il n'y a pas que les libraires de Nancy qui, avec la ville, ont fondé cet événement. L'Académie Goncourt était là aussi sur les fonds baptismaux. Je voudrais dire simplement 2 choses qui me paraissent essentielles. La première, dire que nous poursuivons, la collectivité publique, l'Académie, un combat similaire finalement. Trouver le moyen, dans une société qui normalise beaucoup, parce que les technologies sont ainsi, parce que le mouvement de modélisation est brutal, parce que la culture est victime des modes et des mouvements d'opinion, comme toute notre société et toute notre vie quotidienne, trouver le moyen de laisser cette flamme que les auteurs portent, comme tous les artistes, à la création, à la curiosité, à l'innovation, au dérangement, au sentiment. Et ça me paraît essentiel qu'on soit capable de tisser des liens entre une académie qui, Bernard Pivot me l'expliquait hier soir, est en fait un vrai tour de table au sens premier du terme, une collectivité qui a ses services et ses services publics, et je trouve que voilà, ça doit rester un moment spontané et un moment où nous faisons route ensemble. Puis la deuxième chose, sans citer le nom du récipiendaire, parce que c'est bien sûr au président et au secrétaire général de le dévoiler, dire que j'ai été sensible au fait que vous ayez choisi dans cette biographie, finalement, une sorte de double histoire d'amour. Puisque je pense que ce sera dit pendant l'échange entre le récipiendaire et le président Pivot, mais il y a bien sûr, comme pour tout biographe, un sentiment, une histoire d'amour avec la personnalité dont on raconte la vie et qu'on présente avec son regard, avec sa raison, mais aussi avec son cœur. Et puis c'est un ouvrage qui est aussi un hommage à un être aimé et disparu. Et je crois que ce qui est marquant dans la biographie, c'est justement que les deux s'enchevêtrent de manière intime et remarquable. Voilà, je ne voudrais pas être beaucoup plus long. Je voudrais très simplement vous dire, messieurs les académiciens, voilà, je crois au nom des Nancéennes et des Nancéens, le plaisir que nous avons chaque année à vous recevoir. Et bien sûr, vous dire que vous êtes ici, chez vous, vous le savez,
et que nous serons toujours heureux de recevoir l'Académie, d'accueillir ses initiatives, ses traits d'esprit et les talents qu'elle voudra consacrer. Alors je crois, Bernard, que Pivot, c'est au président maintenant à prendre la parole. Donc je cède la parole au président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot. Merci. Oui. Monsieur le maire, merci. Mesdames et messieurs, merci aussi d'être là. Oui, l'Académie Goncourt est toujours très heureuse de se retrouver à Nancy. C'était le 3e week-end du mois de septembre. Maintenant, c'est le second. Mais de toute façon, qu'il soit second ou 3e, nous le marquons dès le début de l'année, septembre, Nancy, Frères Goncourt, les Rossineaux. Enfin, on marque tout ça parce que c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas y échapper. Alors, oui, on est heureux d'être là. Alors, Edmond Charles-Roux n'est pas là. Eh bien oui, avec l'âge, elle est devenue fragile. Elle ne peut pas faire le déplacement. Et croyez bien qu'elle en est très, 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 très chagrine. Parce que si un voyage qu'elle aimait bien faire chaque année, c'était le voyage de Nancy. Et je pense que nous pensons à elle maintenant, mais je suis sûr qu'elle pense à nous et qu'elle doit imaginer que nous sommes dans l'opéra de Nancy et que nous sommes tous réunis. Et bien voilà, je lui envoie une pensée affectueuse de nous tous. Alors voilà donc ce Goncourt de la biographie. Je vais appeler le secrétaire général de l'Académie Goncourt, c'est-à-dire Didier Decoing, qui va vous faire solennellement, comme il le fait d'ailleurs chez Drouin, lorsqu'on annonce le prix Goncourt, il va vous faire l'annonce officielle de ce Goncourt de la biographie. Alors, le Goncourt 2014 de la biographie a été attribué au livre de Jean Lebrun, Notre Chanel, édition Bleu Autour. Alors, j'appelle Jean Lebrun. Alors, il y a un chèque de la ville de Nancy et un chèque de l'Académie Goncourt. Et l'enveloppe de la ville de Nancy est plus grande que celle de l'Académie Goncourt. Et je crois que les chèques sont de la même valeur. Oui, voilà. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'étais très sensible, monsieur le maire, à vos propos personnels. Voilà. Alors, maintenant, c'est devenu une habitude. Je vais procéder, je vais reprendre mon vieux métier d'intervieweur, comme ça. Donc, je vais interviewer le lauréat. On va prendre place dans ces deux fauteuils. Ce que je vous propose, Bernard Pivot, c'est de prendre un peu d'eau. Ah ben, prenez. Vous en voulez? Je vais vous servir. Non, moi, ça va. Oui, alors, Jean Lebrun, monsieur le maire l'a dit, a fait allusion, c'est-à-dire que Notre Chanel, c'est une biographie de Coco Chanel, mais, et ça va peut-être surprendre beaucoup de gens qui sont ici, c'est un livre d'amour. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. C'est un livre impossible à faire, d'abord. Mon ami Bernard Costa, avant de tomber malade, il était frappé, c'était il y a plus de 25 ans, par les prémices du sida, m'avait entraîné dans une recherche sur Chanel, qui était un personnage qui ne m'attirait pas au premier abord. Oui, parce que je ne suis aucunement un historien de la mode, et puis parce que je n'avais pas beaucoup d'empathie, a priori, pour elle, mais qui le fascinait, lui. Et puis, à mesure que l'enquête progressait, je voyais qu'elle se dessinait comme un projet qu'il avait contre la mort. Parce qu'évidemment, moi qui ne suis pas très fin psychologue, je ne voyais pas les signes annonciateurs du mal que lui-même avait deviné. Et il avait pensé que le meilleur moyen de lutter, de retarder les choses, à l'époque les traitements étaient peu opératoires, était de travailler, d'avoir un projet. Et nous avons cheminé comme ça pendant 2 ans et demi, une course de vitesse, une course contre l'urgence, à l'issue de laquelle la maladie l'a emporté, évidemment. Et il m'avait demandé sur son lit de mort, notre livre, tu l'écriras, point d'interrogation. Donc c'était une promesse à l'issue d'une histoire d'amour. Moi, j'ai jamais vécu le deuil comme une page qu'on tournerait, comme un travail qu'on commencerait et qui s'achèverait un jour.
le deuil, c'est un chemin partagé constamment, tout au long de sa vie et jusqu'à la fin de sa vie propre. Oui. Oui. Alors, vous êtes historien, vous êtes journaliste, d'ailleurs votre voix est très familière des auditeurs de France Culture et de France Inter. Donc, fatalement, ce travail de biographe, c'était quand même votre métier. Même si vous n'étiez pas attiré par le personnage de Coco Chanel, c'était votre métier quand même de raconter ce qui s'est passé autrefois. Alors, simplement sur Bernard Costa, là, donc votre compagnon, c'est étonnant parce que, par exemple, j'ai lu dans le livre, vous dites que dans ses goûts, donc il était très intéressé par la mode, et je suppose même qu'il devait vouloir faire carrière dans la mode, c'est ça. Il était plus, par exemple, il plaçait Courrèges au-dessus de Saint-Laurent. C'est étonnant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Oui, mais dans la mode, pour lui, il y avait quelques ruptures, quelques moments clés. Il y avait des gens qui avaient eu des fulgurances, des visions, même brèves, Poiret, Chanel, Lanvin, et il mettait en effet dans ce courant Courrèges, il considérait Christian Dior ainsi que le considérait Chanel comme un réactionnaire, et Saint-Laurent, en effet, comme un classique, plus qu'un homme de révolution. Oui, il avait deviné quand même que Christian Lacroix allait devenir un grand couturier aussi. Mais c'était un jeune homme timide, et Lacroix m'a écrit, après sa mort, qu'il était une sorte d'ange à la Cocteau, et que le milieu de la mode avait quelques difficultés à trouver l'originalité des papiers qu'il pouvait faire sur les uns et les autres. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, Bernard Pivot. Je suis un historien, un journaliste. Alors la difficulté, elle était là aussi. La difficulté, elle tenait à retrouver des documents, des dossiers que nous avions constitués avec son écriture de plus en plus illisible à mesure que la maladie gagnait. Et puis la difficulté, elle tenait au fait que la biographie de Chanel est impossible. Oui. Ah oui, alors, attendez, là, il y a une chose. Vous auriez dû lui dire, écoute, on ne va pas faire un travail pareil. Edmond de Charlot l'a fait, Paul Morand l'a fait, Claude Delay l'a fait. Le nombre de textes qui ont été écrits sur Coco Chanel, vous arrivez après tout ce monde, on vous dit, il n'y a plus rien à trouver. Eh bien, si. Je le lui ai dit, mais il ne voulait pas l'entendre, parce que ce qui était important pour lui, c'est le chemin personnel qu'il traçait avec ce projet. Mais la réalité m'est revenue en boomerang une fois qu'il est mort. Donc la difficulté qui consistait à retrouver des dossiers qu'il avait constitués, s'ajoutait la difficulté, pour moi, historien, de faire une biographie d'un personnage insaisissable. Parce qu'on en est à 85 livres, Bernard Pivot. 85 ? Oui, la maison Chanel m'a fait le compte. 84 ou 85. Il en tombe comme pluie à Gravelotte. Et il y a 2-3 saisons, à l'issue des défilés, enfin on dit maintenant la Fashion Week, Karl Lagerfeld avait mis une statue de Chanel au-dessus de la colonne Vendôme qui tournait, qui brillait la nuit, et je me suis dit, mais toute proportion gardée, je m'excuse de dire ça devant un public qui ne va pas être convaincu peut-être d'avance, c'est comme Napoléon, voir Jeanne d'Arc, je veux dire, un personnage qui bouge tellement, qui est tellement connu universellement, qui multiplie les clichés, les anecdotes, les formules autour d'elle, que ça bouge à un point telle qu'elle est insaisissable. Voilà, alors il y a une raison, effectivement, c'est parce que c'est un personnage très romanesque. C'est un personnage qui est tout en contradiction, qui est en lumière, mais en mensonge, qui dit la vérité, qui ne la dit pas, c'est un personnage dissimulé. Donc ça fait beaucoup de matière à aller gratter, à aller trouver la vérité. Et il n'y a pas d'archives. Et c'était pour moi la plus grande difficulté. J'ai toujours travaillé, c'était l'injonction de Bernard, sans la maison Chanel, mais maintenant la maison Chanel apprécie le livre, et pour me convaincre qu'il n'y a pas d'archives économiques de la maison, qu'il n'y a pas de papier qui raconte le suivi de son fonctionnement, je crois que la maison Chanel serait prête à me racheter ma documentation personnelle, parce que je reste quand même à demi convaincu. En tout cas, pas d'archives en série, et donc un historien se retrouve là complètement démuni. Moi, j'avais une double peur d'être ridicule en faisant un livre sentimental, emphatique, qui fasse pleurer. C'est un peu pour ça que j'ai choisi un éditeur dissimulé derrière les bouchures, dans le Bourbonnais, derrière le bocage,
parce que comme ça, le ridicule serait protégé. Franchement, vous avez cru ça? Oui, j'ai vraiment cru ça. Et bien que Patrice Rotig, l'éditeur de Bleu Autour, essayait de me convaincre du contraire. Et puis alors, j'avais surtout peur de faire un livre qui déshonore ma réputation de journaliste historien et qu'on puisse me dire mais ce que tu racontes n'est pas fondé, ce que tu racontes est faux, ce que tu racontes peut être contredit. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une forme qui permettait de résoudre tous ces dilemmes. Oui, mais alors, grâce à Chanel qui a beaucoup voyagé en France, alors vous n'avez pas cessé d'aller sur ses traces du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est incroyable ce qu'elle a pu bouger, cette femme. Mais elle aimait beaucoup la France, Salvador Dali disait. C'est un peu difficile à comprendre vu ce qu'a été, semble-t-il, son comportement pendant l'occupation. Mais Salvador Dali et elle, qui partageaient une villa à un moment à Arcachon pendant la drôle de guerre, Salvador Dali disait, elle parle incomparablement bien de la France. Et c'est vrai qu'on a parcouru l'Auvergne, la Lorraine, le Pays Basque, le Béarn. C'est-à-dire que le but, c'était de trouver quelque chose qui soit vrai. Si je peux faire une comparaison, vous avez reçu Jacques Le Goff au moment de Saint-Louis. Une comparaison n'est pas raison, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Saint-Louis. Et Jacques Le Goff se trouvait devant une situation un peu comparable. Un bonhomme qui n'existait que par des exemples, des anecdotes stéréotypées, formalisées, et des chroniques officielles. Et il cherchait ce qui pouvait être vrai dans Saint-Louis. Et alors, de temps en temps, il entendait un écho de la chronique de Joinville, et dans son fort intérieur, Le Goff se disait « ça doit quand même être exact ». Et puis, il y a ce moment extraordinaire dans le livre de Le Goff où il raconte que Joinville décrit les dimanches matins sur le gazon, je ne sais pas si on disait gazon, à Vincennes. Avec ses compagnons, Saint-Louis s'asseyait sur l'herbe. Les exemplats disent il rend la justice sous un chêne, ça c'est pas vrai. Mais Le Goff dit ça doit quand même être vrai, le fait qu'il s'assoit là sur le gazon. Ça peut pas être inventé, c'est un roi qui s'assoit par terre avec ses compagnons. Alors version Chanel de Saint-Louis. Et nous on a cherché les endroits où Chanel apparaissait peut-être comme ça en vérité. Et vous parliez de notre voyage à travers la France, on l'a trouvé, semble-t-il, dans un repli de la carte, dans un château qu'Edmond Charleroux avait identifié, qui s'appelle Corbert, et qui est au fond du Béarn, dans ce qu'on appelle le Vic-Bilh, le vieux pays. Enfin, pour que vous identifiez bien, je dirais Madiran, Bernard Pivot. Et il y avait là un paysage qui était sien, avec une cave, une petite chapelle, un cimetière, un château, une légende dans le château, une tour accolée au château, un escalier et une volée de marche qui menait au salon, des doubles portes à toutes les pièces. Et elle avait dissimulé là sa tribu, sa famille, son trésor pendant l'exode de 1940 et les rêves de bonheur familial qu'elle avait. Et quand Bernard a découvert Corbert, il était comme Le Goff devant le gazon de Vincennes. Il reverdissait. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même que Mademoiselle Chanel est une orpheline, qu'elle n'a jamais voulu reconnaître d'ailleurs qu'elle était orpheline. Et ce qui est stupéfiant, c'est comment cette fille de rien du tout, finalement, va accéder à la gloire à travers la couture. Qui a repéré ces dons ? Selon nous, c'est beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Étienne Balzan, qui est un personnage à qui on a donné qui est très romanesque, lui aussi, des couleurs qu'il n'avait pas toujours et qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les représentations qui sont données de lui dans les biopics qui ont été fabriqués sur Chanel. Étienne Balzan, c'était un jeune homme qui s'intéressait qu'au cheval et aux chiens et aux femmes, un farceur, un sportsman, un gentleman, et dont le but était d'épuiser peu à peu la fortune familiale fondée sur le drap, le sérieux, le catholicisme social, l'économie, en multipliant les plaisirs et en les partageant avec ceux d'une bande. Et ce gentleman a été constamment fidèle à Chanel. Ah oui. On l'a retrouvé dans beaucoup d'endroits, là où ses autres biographes ne l'avaient pas repéré, parce que les biographes le considèrent un peu comme un imbécile, enfin comme un homme qui a été là comme une borne, alors qu'il est là tout au long du chemin, fidèle jusqu'au bout. Mais elle ne l'est pas toujours. Ah bah elle ne l'est pas, non.
Mais c'est un beau personnage. Et Oui. moi, j'aime beaucoup les détails dans les biographies. Il n'y a pas de biographie sans détails. Il faut que les détails soient vrais. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un pacte de vérité dans la biographie entre le lecteur et le rédacteur. À Corbert, non loin, il y avait un petit château, c'était réfugié Balzan. À mesure que les années passaient, il était passé de 100 hectares à 5. Il était pétiniste, parce que la famille était de vieille tradition catholique et légitimiste. Il écoutait Radio Vichy, mais il dissimulait des juifs. Les juifs écoutaient Radio Londres au premier étage, et le vieux Balzan tapait avec le balai parce que ça fonctionnait trop fort, Radio Londres. Jusqu'au bout, ça a été cet homme d'honneur. Ouais. Et moi, je tenais à lui donner une place un peu importante. Alors, en 3 mots, qu'est-ce que, pour rappeler ce que Mademoiselle Chanel a révolutionné dans la mode? Moi, je crois que, bon, chacun sait qu'elle a pratiqué l'esthétique de la diminution. Oui. C'est un travail de bénédictin de faire une biographie de Chanel. C'est une personnalité cistercienne qui, avec une certaine désinvolture d'ailleurs, jette par-dessus bord les ornements, l'inutile. Et les hommes. Les hommes, oui. Et les hommes de temps en temps, hein, beaucoup même. Mais les hommes avec beaucoup de rationalité, parce qu'il y a toujours le nouvel amant qui se chevauche avec le précédent. C'est une sorte de tuilage qui évite le deuil brutal. On va parler des hommes. Alors, la mode, les révolutions... Peut-être, il y a quelque chose d'important, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'elle a fait un peu toutes les spécialités. Elle a fait des bijoux, elle a fait des chapeaux, elle a fait des robes. Et ce sur quoi on insiste peut-être pas assez, nous, on s'intéressait beaucoup à ça. Enfin, moi, j'y comprenais rien, mais Bernard, oui. Elle a eu des usines. Ah oui, elle a dirigé. Et même pendant l'occupation, son usine du Nord, à Maretz, fonctionnait. Oui. Et elle a continué cette usine alors que la maison était fermée. À la fin des années 40, c'est elle qui fabrique la robe de mariage d'Élisabeth II. Donc elle avait une connaissance technique de tous les métiers de la mode et elle était sortie de la spécialisation pour faire de la fédération. Oui. Alors, elle habillait les hommes, elle habillait les femmes, mais elle déshabillait les hommes, hein, beaucoup. Hein, parce qu'elle a un tableau de chasse quand même pas mal. Et particulièrement littéraire, Henri Bernstein, l'auteur dramatique. Mais son grand amour, c'est Pierre Reverdy, le poète. Il semble, non? Ah bah, Edmond de Charleroux avait le livre fondateur pionnier qui nous bouchait la perspective et qui, quand vous nous avez fait figurer dans la première sélection du Goncourt, m'a fait dire mais Madame Charleroux va mettre un bon ordre à tous ces jeunes confrères qui veulent couronner ce mince ouvrage, le grand ouvrage pionnier, c'est l'Irrégulière de Charleroux. Et elle dit bien l'importance de Reverdy. De Reverdy, oui. Capital. Ah, oui. Parce que Reverdy, c'est l'anti-Cocteau. Quand Reverdy meurt, Cocteau, dans son journal, dit « Mais alors, si Reverdy est un poète, qu'est-ce que je suis, moi ?» Et pour Chanel, très clairement, le poète, c'était évidemment Reverdy, dont elle faisait l'héritier d'Apollinaire, avec qui elle partageait une même colère devant l'injustice et, je dirais, devant la laideur. Elle aimait aussi chez Reverdy le goût de la maxime, le goût de la formulation brève, l'esthétique de la diminution qu'il a partagé lui avec les bénédictins à Solesmes. Et de Reverdy, elle a réussi même à faire un directeur en titre de son usine, un confident perpétuel, qui était là toujours au deuxième plan et qui revenait au premier quand il y avait une période de tuilage. Et c'était lui qui gardait la villa chic de la Côte d'Azur. C'est quand même étrange parce qu'il y avait Madame Reverdy, une insupportable gorgone dévote dans la maison de Solesmes, qui jetait les épouses des poètes, voilà ce que c'est. Qui jetait ses manuscrits par la fenêtre. Et puis lui quittait Solesmes, la Sarthe, et il allait sur la Côte d'Azur dans la villa assez monastique de Chanel, dont il était le gardien en titre. Et il a fait ça pendant de nombreuses années, alternativement. Alors, vous avez parlé d'Edmond de Charleroux. Je vais révéler un petit secret. Elle a voté pour vous. C'est formidable.
Oui, donc Hein, c'est pour moi inouï, et Bernard tressaillerait de bonheur voilà. là où il est. Alors oui, dans les hommes. Alors il y a aussi cet Anglais quand même étonnant qui s'appelle Boyd Capel. Elle a été très amoureuse de lui. Mais alors, moi, j'ai fait des choix. Hein. Je n'ai pas une sympathie extrême pour Boyd Capel parce que je le considère un peu comme un profiteur de guerre. C'était un de ces hommes qui était indispensable pendant la guerre de 14 parce qu'il contrôlait les circuits d'approvisionnement en énergie, en charbon des Alliés. Il était proche de Clémenceau en 1917. Il a participé en second plan aux négociations de paix de Versailles. Alors, moi, j'ai fait des choix qui étaient d'ailleurs les mêmes que faisait Bernard, comme il disait que Courrèges c'était plus important que Saint-Laurent. Moi, je dis que Balzan c'est plus important que Capel. Oui, non, mais Balzan, oui, c'est infiniment plus important qu'Iribe, qui était un dessinateur extrêmement réactionnaire, qui était de ceux qui préparaient l'occupation dès les années 1930. Je pense qu'on peut avoir un engagement personnel quand on est biographe, du moment que les cartes sont mises sur table et qu'on ne dise pas de choses fausses. Ce qui serait amusant, c'est qu'il y a une autre vie et que vous retrouviez Coco Chanel, qu'elle réunisse tous ses biographes, à 84, elle dit, bon alors voilà, toi tu as dit une connerie, ça c'est bien, ça c'est formidable, ça, voilà, tu as raison, là tu as eu tort, etc. Ce serait amusant. Je pense que ce qui serait formidable, c'est qu'elle nous distribuerait en même temps tout le temps des cadeaux. Parce que ce qui était étonnant chez Chanel, c'est que pour se faire pardonner les vacheries qu'elle multipliait, elle donnait des choses. Et les maisons des Chanéliens, moi, on en a visité quelques-unes. Les amis de Cocteau disent que ce qui est propre aux maisons des amis de Cocteau, c'est qu'elles sont assez ouvertes, qu'on peut y entrer facilement. Les maisons des Chanéliens, il y a une sorte de désordre, de mélange de styles, les objets dansent, on ne les retrouve pas à la même place la semaine après avoir visité la maison la première fois. Mais c'est plein de cadeaux de Chanel. Et plus il y a de cadeaux de Chanel, je pense que c'est un signe de proximité, parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de dire du mal de ses proches, mais ses proches, du coup, empochaient le pardon. Alors, parmi les hommes de sa vie, il y a eu Stravinsky, ce qui est pas mal non plus. Il y a eu un grand-duc Romanov. Il y a eu un officier allemand pendant la guerre, c'est quand même ce qui lui a été beaucoup reproché. Enfin bref, elle a beaucoup aimé les hommes quand même, hein, beaucoup. Elle a aussi pas mal aimé les femmes. Oui, il aimait les femmes aussi. Oui. Alors, moi, peut-être le chapitre le plus intéressant de votre livre, c'est le chapitre sur Robert Bresson. Alors, Robert Bresson, donc vous le connaissez, c'est un cinéaste, un cinéaste très janséniste. Le journal d'un curé de campagne, un condamné à mort s'est échappé, donc un personnage comme ça, très très sérieux. Et alors, vous en faites. Alors, il a été le photographe d'une collection de bijoux de Coco Chanel dans les années 30, quelque chose comme ça. Voilà. Il était jeune à ce moment-là. Et alors, on voit un gamin, mais absolument, dans le château, je ne sais plus quel château. Le château clé, le Vincennes de Chanel Corbert. Robert Bresson, vous dites vous-même qu'on est obligé d'allonger les jupes des dames pour éviter qu'ils mettent trop souvent la main, qu'ils leur passent trop la main souvent. Robert Bresson, mais ça paraît incroyable. C'est justement, quand on était à Corbert, un des signes que ce lieu était un lieu de vérité. On nous a parlé dans l'ancienne domesticité, chez la marchande de tabac qui recevait Bresson qui venait acheter ses cigarettes, de ce jeune dandy. Il était très beau, Bresson, avec une grande chevelure, le chandail noué sur les épaules, le pantalon de sport, la pipe au bec. Et Robert Bresson faisait partie de la tribu. Chanel avait marié son neveu, qu'elle considérait comme son fils, à un mannequin hollandaise qui elle-même, je ne sais pas si vous me suivez, avait une sœur qui avait épousé Bresson, et Bresson était arrivé à la remorque, enfin dans le château, quoi. Et donc, on a pris plaisir à entendre ces récits bressoniens peu connus. Et alors après, on s'est livré à une analyse, Bernard et moi, qui divise d'ailleurs peut-être les membres des Goncourt, parce que
Pierre Assouline a dit c'est quand même pas vraisemblable ce que vous avez essayé de raconter de l'influence de Chanel sur la filmographie de Bresson, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et puis vous avez l'air moins réticent, Bernard Pivot. On s'est livré à une analyse, à tort ou à raison, des Dames des Mois de Boulogne et des Anges du Péché, les premiers longs métrages de Bresson, comme ayant été fortement influencés par les conversations avec Chanel, par le style de Chanel, par les obsessions monastiques et érémitiques à certains égards de Chanel. Alors peut-être nous sommes-nous trompés, mais je pense qu'ils ne se sont jamais oubliés l'un l'autre, et que Bresson, même au moment de Au hasard Balthazar, un des derniers films, elle est là, Bresson n'a jamais oublié Chanel. Extrêmement attentive. C'est ce que vous dites. Et je pense aussi que ce que nous croyons avoir révélé était un peu un secret de Polichinelle, et que certains milieux du cinéma savaient qu'il y avait ce lien. Très bien. Alors Jean Lebrun, dernière question. Et ça, c'était vraiment le chapitre le plus risqué de votre livre, c'est que vous racontez la fin de Bernard Costa, votre compagnon, en même temps que la fin de Coco Chanel. Évidemment, ça, c'était très risqué, mais vous l'avez réussi, et je dois dire que j'ai été assez bluffé par cette performance, toute d'élégance et en même temps de vérité. Voilà. Vous voyez qu'il y avait des risques à faire ce livre, et qu'il y avait des raisons de penser qu'il fallait mieux le laisser dissimuler, parce qu'en effet, c'était un peu acrobatique. Mais j'ai essayé de mettre en parallèle la solitude d'un anonyme qui meurt dans un certain dégoût de lui-même, dans l'ostracisme de la plupart des membres de sa famille, dans l'oubli des milieux de la mode. On ne peut pas être malade dans les milieux de la mode. Hein. C'est pas possible. Il peut y avoir 25 ou 50% de décès. Dans ces époques-là, le taux était considérable. On ne peut pas afficher qu'on est malade. On se détourne de vous comme d'une tête de mort. Et j'ai essayé de mettre ça en parallèle avec la solitude, le désespoir, l'angoisse qui avait gagné Chanel à la fin de sa vie, avant qu'elle se fasse enterrer si modestement dans un lieu de méditation à Lausanne. Elle en était venue à dissimuler les accidents vasculaires, bien sûr, qu'elle pouvait connaître. Elle en était venue à maquiller ses mains pour ne pas paraître vieille. Donc j'ai fait ce parallèle. Et puis de toute façon, comme je vous le disais, le deuil, c'est pas un travail, c'est un chemin partagé. On est deux au bord du monde. L'un va rester couché, l'autre va se relever. Celui qui est resté couché a ouvert une porte étroite vers un chemin qu'on doit suivre. Je vous dirais, il est toujours là même. Anne Delbé est là au 3e rang, qui animait à cette époque le théâtre le centre dramatique de Nancy. On était venu voir La Mascotte. C'est la dernière fois que je suis venu à l'Opéra de Nancy. On était en haut là à gauche. Et il y avait du chahut. Il y avait des gens qui disaient Pivot à poil, le chef à poil. Vous voyez, on nous rendait-nous notre mascotte. Enfin, en fait, ça c'est pas vrai. On était vraiment là. Mais cette représentation-là, elle était calme. On n'a pas entendu ça, donc il faut être exact dans la biographie. Voilà. Là, j'ai rajouté un peu. Merci Jean Lebrun. Je voulais juste excusez-moi Bernard Pivot, je voulais juste saluer Laurent qui est là, qui est le frère de Bernard, qui a été le seul dans la famille à ne pas manquer pendant toute cette période. Et je crois que c'est Pierre Assouline ou vous, dans l'un de vos papiers, qui notiez que, avec les vertus du net, il en a parfois, maintenant, des noms peuvent réémerger. Alors quand Laurent tape Bernard Costa sur le net, il voit le nom de son frère, au moins provisoirement, en tête et sur le podium. Et ce livre, je l'ai aussi écrit pour lui. Merci beaucoup. Alors maintenant, un comédien qui va lire des extraits de votre livre, c'est Pierre Deladouchan, qui est César du meilleur espoir 2014, et l'acteur fétiche de Philippe Claudel, membre de l'Académie Goncourt, mais qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je crois qu'il est à l'étranger. Donc je vais vous demander à Philippe Deladouchan de nous rejoindre. Voilà.
Eh bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été invité par Madame Rossineau à vous lire ces passages, que je salue. Et puis, je suis nancéen, donc fier de pouvoir participer à un grand événement comme celui-ci. Et j'ai trouvé dans ce livre beaucoup de passion, effectivement, l'originalité de faire une biographie avec des passages autobiographiques. J'ai trouvé ça très, très original, passionnant. Et puis en résonance à l'actualité qui nous concerne pour notre ville, vu qu'on fête ce week-end les 70 ans de la libération de Nancy, j'ai choisi un passage, un chapitre qui s'appelle 1942-1944, le labyrinthe. Pendant que Bresson commence à tailler son chemin, Chanel perd le sien. Elle est toujours dans les filets de Dinklage, aux grandes dames de Pallas qui, entendant celui-ci parler de Chanel comme de la vieille, le traitent de maquereau. Mais c'est ainsi, les Allemands ne lâchent pas ceux qu'ils ont déjà pu utiliser et qui peuvent encore servir. L'activité industrielle de Mademoiselle se poursuit, mais à bas bruit. Faute d'avoir pu récupérer les actions de Wertheimer, elle continue de faire fabriquer des parfums sous son enseigne et de les envoyer dans les pays occupés et les pays neutres. En 1942-1943, elle songe même à réveiller Maretz dans le Nord. Lorsqu'en 1989, nous sommes allés, Bernard et moi, dans le village, Madame Lasson, l'épouse de l'ancien directeur de l'établissement, nous a renseignés. Nous avons été reçus dans son modeste salon, chauffé par un poêle Godin. Sur la table, le café fumait à côté d'une assiette de petits gâteaux secs. Au mur était accrochée une lettre, encadrée, de Chanel. L'usine avait été sérieusement atteinte par les pillages et l'occupation de 1940. Quand a-t-il été envisagé de la relancer, vraiment, avons-nous demandé. Fin 1942, début 1943. Mademoiselle a fait venir mon mari à Paris. Elle voulait reconstituer des stocks pour reprendre l'activité. Mais l'avez-vous accompagnée? Non. J'étais et je suis demeurée une simple employée des postes. La belle vie, ce n'est pas pour moi. Mais au moins mon mari l'a-t-il entrevu pendant la période où il est venu rejoindre Chanel. Il m'a raconté les spectacles, les restaurants de marché noir. Puis il est rentré et Maretz en effet a repris, assez tranquillement jusqu'à la fin de la guerre. C'est alors en mai 1944 que Chanel envoie la lettre que vous voyez là. Cette lettre, qui semblait avoir pour elle la valeur de médaille militaire, laisse à Gilbert Lasson toute latitude pour gérer au mieux les moments délicats qui s'annoncent. À Paris, la vie de la bonne société continue avec éclat. Le 20 janvier 1943 se tient la répétition générale d'Antigone à l'Opéra. À cette date, Jean Cocteau note dans son journal « Chanel avait passé sa soirée à faire une coiffure minuscule et très curieuse pour Madame de Schnannenberg. Madame Honegger s'approche d'elle et la lui enlève. Elle l'emporte. Colère de Chanel, rien ne m'amuse plus comme ces petits drames de théâtre. » Nous sommes à des années-lumière de la Grande Guerre où la haute société avait participé fièrement à l'effort de la patrie. Et loin de la résistance où des Français de droite rencontrent des Français de gauche, où des aristocrates et des bourgeois catholiques se découvrent une camaraderie avec des communistes. Ce qu'on continue d'appeler le monde préfère rester entre soi. Une anecdote que raconte le Français libre Jean-Mathieu Boris résume cet aveuglement à la perfection. C'est l'extrême fin de la guerre. Combattant dans les Vosges, Jean Mathieu, fils d'excellente famille, aperçoit un château où il avait ses habitudes avant la guerre. Il s'y rend avec ses hommes, dans l'attente d'une douche et d'une collation. Mais la propriétaire qui s'avance, sourire aux lèvres, ne trouve à dire que ceci. « Ah, mon cher, quelle bonne surprise! Mais quel dommage aussi! Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, le lieutenant Von X était encore ici. Vous auriez été si content de vous revoir. Souvenez-vous les belles chasses que nous faisions ensemble ici. » Et la dame inconséquente de montrer le massif alentour, dévasté par les combats. Ainsi, le monde planta-t-il durant l'occupation d'innombrables paravents pour préserver sa vue des horreurs de la guerre. Le devoir d'État étant de demeurer courtois et le sourire aux lèvres, on continua de s'habiller comme si de rien n'était et comme il convenait. Et tant pis si lors des vernissages, l'après-midi, puis des spectacles et des soupers le soir, on croisait beaucoup d'Allemands, ou plutôt, tant mieux, car ils étaient bien intéressants.
Élisabeth de Gramont, qui se signalait pourtant comme une rouge peu d'années auparavant, n'hésite pas à faire cette prédiction un jour où elle rencontre à un thé la comtesse de Maigret. L'avenir ne peut malheureusement qu'être allemand. Il faut construire l'Europe, et l'élément germanique reviendra à ses justes proportions. S'il est un virtuose qui illustre parfaitement cette position acrobatique, c'est José Maria Sert. Une fois sa jeune épouse Midvani décédée, il a repris sous son aile Mysia, bien diminuée, tout en cultivant de loin des espérances du côté de la baronne von Storer, la femme de l'ambassadeur nazi à Madrid. L'été 1989, nous avons, Bernard et moi, longuement conversé avec Léonard Mancini dans une petite maison de Villejuif, où il s'était retiré. Il était, pendant l'occupation, le modèle nu, le doreur, l'homme de ménage et le petit télégraphiste du peintre. Il travaillait dans l'atelier de l'avenue de Ségur, où, nous dit-il, il avait souvent vu Chanel. La commandante Tour était proche, le charbon était livré par les Allemands, le ravitaillement par des véhicules de l'ambassade d'Espagne à laquelle Sert était rattaché. J'entendais le peintre converser avec ses hôtes. Il vitupérait Picasso, cet individu fabriqué par les Juifs, mais qui, hélas, était espagnol. Il se félicitait des succès de tous les régimes à poigne de la Nouvelle Europe, mais, s'arrêta Mancini, je ne vais pas dire du mal de Sert. Par 3 fois, il m'a protégé du STO. Peu importe en réalité les propos de Sert, qui se souciait de la politique comme d'une guigne. Pour lui, il était simplement impensable de rester longtemps éloigné des avantages que permet la fréquentation des hommes de pouvoir. C'est ainsi qu'il avait entamé en 1938 une procédure de sauvetage des trésors du Prado avec les Républicains d'Espagne, mais dès que les franquistes en passe d'être vainqueurs avaient récupéré l'opération, il les avait rejoints pour organiser durant l'été 1939 à Genève, juste avant la guerre générale, une grande exposition mondaine avec les toiles protégées. Fin 1940, début 1941, il avait de nouveau joué l'intermédiaire entre le gouvernement nationaliste et, cette fois, le gouvernement de Vichy, lorsque Pétain voulut plaire à Franco en lui restituant quelques chefs-d'œuvre issus d'Espagne et retenus en France. Certes, négocia encore habilement en faveur des nationalistes, qui ne donnèrent que quelques pièces de peu de valeur en échange de la Dame d'Elche et de l'Immaculée Conception de Murillo. Ces allers-retours lui avaient valu, outre la Grand Croix d'Isabelle la catholique, le titre d'attaché culturel honoraire à l'ambassade espagnole à Paris. Il tenait beaucoup à ce titre, car il lui assurait une manière d'appartenance au corps diplomatique. Boris Kochno se souvenait avoir vu une plaque qui, pensait-il, valait immunité sur la porte palière du 252 rue de Rivoli. Dans l'appartement trônaient de nouveaux trésors, notamment le martyre de Saint-Maurice du Gréco, restauré en 1943 par les soins du Louvre soi-même. Les rumeurs disaient que Sert avait aussi été chargé par Göring de diverses tractations. En tout cas, son logis-musée, qui selon Cocteau ressemblait de plus en plus à celui d'un archevêque louche, abritait encore de véritables festins en ces années maigres. Mysia, sidéré d'admiration, écrit « Les pinceaux de Sert continuaient d'arriver de Londres, ses orphins d'Italie, ses entoilages de Suisse. Il continuait de travailler à sa guise, de rouler dans d'immenses automobiles, de se rendre exactement où il voulait, dans le pays où il avait affaire, et d'offrir à ses amis le somptueux dîner à quoi il les avait habitués. » Et elle conclut, il ne connaissait que les lois établies par lui-même. Chanel est sur la même ligne d'inconduite, à la nuance près que les échanges auxquels elle se prête débordent de la sphère artistique pour relever de la politique pure et simple, si tant est que ces deux adjectifs puissent convenir aux intrigues qui vont la happer et qu'a tenté de reconstituer par le menu Hal Vaughan. Chanel, qui vit au Ritz, au milieu des Allemands, ne dissimule plus ses choix. Les Français, selon elle, n'ont que ce qu'ils méritent. Lorsqu'en 1943, Baba de Faucigny-Lucinge a vent de cette déclaration, elle lui tourne ostensiblement le dos. Le prince, son époux, gardera la conviction que l'arrestation de Baba, peu après, est liée à cet incident. On voit mal cependant Chanel s'abaisser à un rôle de dénonciatrice quand un autre décisif, croit-elle, l'attend. Cette même année 1943, la dégradation de la situation militaire du Troisième Reich réveille le songe d'une paix séparée entre Allemands et Britanniques pour contrer les risques d'une invasion soviétique de l'Europe. Les soviétiques du NKVD observent d'ailleurs de très près toutes les tentatives qui pourraient lui donner forme. Ainsi, cette manœuvre d'approche, en juillet,
d'officiers allemands qui auraient voulu rejoindre en avion l'Angleterre depuis la Suisse. Chez les nazis, et quoi qu'en pense Hitler lui-même, il y a un adjoint d'Himmler, le général Walter Schellenberg, chef du renseignement SS, pour croire que l'hypothèse d'un rapprochement mérite d'être explorée. Qu'il ait été lui-même un grand massacreur de juifs ou qu'il soit déjà en quête d'un sauf-conduit personnel joue peut-être dans sa détermination. En tout cas, il cherche à trouver des interlocuteurs anglais qui se satisferaient d'un simple remplacement d'Hitler à la tête de l'Allemagne et jugeraient prioritaire le containment du communisme. Dans l'échafaudage de conjectures qui nous paraît inconcevable aujourd'hui, mais que Schellenberg construit alors dans sa tête, Chanel peut redevenir utile pour approcher des dirigeants britanniques via Madrid, tandis que d'autres contacts seraient pris par exemple au Vatican ou à Ankara. Fin 1943, début 1944, Chanel et Dinklage se rendent à Berlin chez Schellenberg. Celui-ci, plus tard, lors d'interrogatoires serrés menés par le service secret britannique MI6, expliquera que Chanel était censé connaître suffisamment Churchill pour s'engager dans une négociation politique avec lui. L'opération dénommée Model Hut, modèle de chapeau, doit se dérouler à Madrid. Dinklage fait donc obtenir un passeport pour Chanel à la date du 17 décembre 1943. Dans l'affaire, Chanel est censé recevoir l'appui de Vera Bate. Voici dans Les Chevaux un nouveau nœud. Vera Bate est une vieille amie qui fut un moment plus que proche. Ayant occupé rue Cambon un poste de relations publiques à l'international et appartenant à la famille royale britannique par la main gauche, elle a été outre-Manche un témoin privilégié des relations de Chanel avec Westminster et Churchill. Seulement, et là le rocambolesque s'ajoute au romanesque, Vera, qui a été congédiée en 1937 de la rue Cambon, ne se vivait plus comme une amie de Chanel. Elle se considérait bien plutôt comme l'épouse d'un officier fasciste, le commandant Lombardi. Or, celui-ci venait d'être disgracié à Rome, et Vera elle-même se trouvait en résidence surveillée lorsque les Allemands l'accueillirent pour qu'elle rejoignît Chanel au Ritz et la suivit en Espagne. Mécontente de se voir ainsi forcer la main, Vera, à peine arrivée à Madrid, s'empressa de dénoncer à l'ambassade britannique les commanditaires et les intentions de Chanel. L'effet que croyait provoquer celle-ci fut ruiné. Elle était pourtant en train d'écrire au Premier ministre une lettre qu'elle demandait à la même ambassade de transmettre. « Vous pouvez imaginer, mon cher, écrivait-elle en substance, qu'après toutes ces années dans la France occupée, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'aurai beaucoup de plaisir à en parler avec vous. Comme 2 ans auparavant, ce fut le fiasco total. Vera Bate resta en Espagne, Chanel dut plier bagage. Quand, dans l'intérêt du camp allié, Greta Garbo ou Joséphine Baker avaient travaillé pour les services du renseignement, le résultat avait été plus probant. Il est vrai que les 2 vedettes ne se poussaient pas autant du col et qu'elles n'imaginaient pas que le sort de l'Europe reposait entre leurs seules mains. Seul Edmond Charleroux, qui la première débusqua cette histoire dépassant l'imagination, Chanel se serait rendue une seconde fois dans Berlin bombardé pour rendre compte de son échec à Schellenberg. Ce qui est sûr, c'est que Schellenberg, qui sera condamné lors des procès dits successeurs de Nuremberg, puis libéré pour raison de santé, bénéficiera après la guerre de l'aide financière de Chanel. Elle viendra elle-même lui apporter en Suisse, en 1951, dans la clinique du docteur Lang où le nazi malade était dissimulé et soigné. Elle arrive dans sa Mercedes noire, tout rideau tiré, écrira le docteur Lang. Autre certitude, Schellenberg ne soufflera mot d'elle dans ses mémoires. Leur titre, The Labyrinth.